Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Donner un nouveau souffle à la CNSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, c'est l'objectif du sommet qui s'ouvre demain en N'Djamena, la capitale du Tchad. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé ce vendredi. Il représente le président Alassane Ouattara à cette rencontre de haut niveau. Le programme compact du Millennium Challenge Corporation auquel la Côte d'Ivoire est admise sera renforcé. Un autre programme intégrateur ouest-africain annoncé. Le Premier ministre a échangé avec le sous-secrétaire américain au commerce. C'était en marge des réunions de la Banque mondiale et du FMI aux États-Unis. La lutte contre la traite et le travail des enfants s'intensifie. Des mécanismes mis en place, un comité de surveillance des actions présidé par la première dame, mais le défi à relever, la prise en charge des enfants. La fondation Children of Africa a ouvert un centre à s'ouvrir le dossier à suivre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé ce vendredi en fin d'après-midi en N'Djamena, la capitale du Tchad. Il représentera demain samedi le président Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de la CNSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Cette rencontre de haut niveau vise à redynamiser cette organisation sous-régionale. Les enjeux de ce sommet avec notre envoyé spécial Mahama Traoré. N'Djamena, la capitale du Tchad, accueille ce samedi 13 avril le sommet extraordinaire de la CNSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Une communauté forte de 24 pays membres dont la Côte d'Ivoire. Créée le 4 avril 1998 à Tripoli en Libye, la CNSAD s'est donnée pour mission de faciliter l'intégration économique des États de la zone sahélienne. Face aux nouveaux défis de développement, les chefs d'État avaient pris la décision de restructurer l'organisation lors d'un précédent sommet extraordinaire tenu en 2013 dans la capitale tchadienne. Cette volonté de restructuration vise à rendre la CNSAD plus efficace et à même de répondre aux attentes des populations des États membres. La CNSAD pourrait donc se doter d'un nouveau traité lors de ce sommet extraordinaire. Ce nouveau traité aura pour priorité la sécurité régionale et le développement durable. La Côte d'Ivoire sera présente à ce sommet de N'Djamena. Le président Alassane Ouattara y sera représenté par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. De N'Djamena au Tchad, je vous emmène à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre prend part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec le sous-secrétaire américain au commerce, Gilbert Kaplan. Le programme compact du Millennium Challenge Corporation, auquel la Côte d'Ivoire est admise, sera renforcé par un autre programme régional. L'envoyé spécial, Adama Kone. Ils se sont déjà rencontrés à Abidjan. Ils se retrouvent à Washington, aux États-Unis. Le premier rendez-vous du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors des présentes réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI a été consacré au sous-secrétaire américain au commerce. C'était une opportunité de rencontrer le Premier ministre. Nous nous sommes déjà rencontrés en juin 2018 en Côte d'Ivoire et avec des échanges portant sur l'immense potentialité qu'on a ensemble dans notre coopération. Nous avons signé un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire au mois de décembre dernier et ça lui fait le point de l'applicabilité de cet accord de coopération qui concerne le transport, la transformation des matières premières notamment. Et nous pensons que nous avançons très bien. Le Premier ministre apprécie pour sa part l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Si la liste des satisfactions est longue, Amadou Gon Coulibaly cite entre autres l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme compact du Millennium Challenge Corporation qui a permis au pays d'obtenir un financement de 315 milliards de francs CFA. Mais nous avons donc eu l'occasion de noter ensemble que la relation entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire se porte bien. Vous le savez, nous sommes éligibles au compact du MCC. C'est un projet extrêmement important, un don des États-Unis à la Côte d'Ivoire de 525 millions de dollars. Nous sommes également éligibles pour le compact régional pour lequel nous sommes en train de travailler sur des projets au niveau régional. Nous avons parlé du MOU que nous avons signé concernant un certain nombre de secteurs importants pour le secteur privé américain et pour la Côte d'Ivoire. Il concerne essentiellement l'agro-industrie avec la transformation de nos matières premières, que ce soit la noix de cajou ou le cacao, mais également le secteur des transports.
Nous avons fait le point de l'exécution de ce MOU pour nous rendre compte que les choses avancent bien. Donc nous sommes très satisfaits de cette coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et j'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président Donald Trump. En 2018, les États-Unis ont été le 2e client de la Côte d'Ivoire et le 6e fournisseur. Les échanges commerciaux se sont établis à plus de 599 milliards de francs CFA pour les exportations contre plus de 206 milliards d'importations, dégageant une balance commerciale en faveur de la Côte d'Ivoire de plus de 392 milliards de francs CFA. On reste à Washington. Le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont passé en revue les performances réalisées par le gouvernement ivoirien. C'était lors d'une séance de travail en marge des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods dans la capitale américaine. Le nouveau vice-président région Afrique de la Banque mondiale a réaffirmé le soutien de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a soutenu qu'il y aura des améliorations dans les taux de décaissement des fonds alloués à la Côte d'Ivoire. Le reportage complet de notre envoyé spécial à Washington dans nos prochaines éditions. Je vous invite à présent à suivre un document. Le gouvernement intensifie les actions de lutte contre la traite et le travail des enfants. Au niveau réglementaire, plusieurs décisions prises, dont des lois interdisant cette pratique. Un comité national de surveillance présidé par la première dame Dominique Ouattara. Sur le terrain, les actions se multiplient. Mais le véritable défi reste la prise en charge des enfants. À Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il existe depuis juin 2018 un centre d'accueil pour les enfants en détresse. Le focus dans le dossier vide ici avec Mahama Traoré. Dans la région de l'Anawa, Marie-Josée Koué fait de l'autonomisation de la femme son combat. Avec son ONG EFRAD, Essor des femmes rurales actives pour le développement, elle sensibilise aussi les communautés rurales sur les dangers liés au travail des enfants. Ce matin, elle est à Babouagui, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Soubré. Je vous demande pardon de vraiment bien entretenir vos enfants. Ne les maltraitez pas. Envoyez-les à l'école. Ne prenez pas les enfants pour travailler dans les champs. Ce n'est pas normal. Les enfants ont droit d'aller à l'école pour leur avenir de demain. Dans ce village, Marie-Josée ne fait pas que sensibiliser. Elle va aussi visiter et rassurer la famille Babouagnipa sur les conditions de prise en charge dont bénéficie désormais Stéphanie, leur enfant de 8 ans. Depuis quelques semaines, la fillette vit dans ce centre d'accueil pour enfants à Soubré grâce aux bons offices de l'ONG EFRAD. Stéphanie a désormais la chance d'apprendre à lire et à écrire comme les autres pensionnaires de ce centre. Les premiers moments pour un enfant, c'est toujours difficile pour s'adapter. Voilà, mais on les motive, on échange avec eux, on les met en confiance. Pour ceux qui ne sont pas là à l'école, ça c'est le niveau 0, ça c'est l'alpha pur. Pour ceux qui ont déjà acquis quelque chose dans le système classique, quand ils arrivent ici, on essaie de faire ce qu'on appelle un renforcement afin de garder son niveau, pourquoi pas améliorer pour qu'au sortir d'ici, ils puissent intégrer le système normal et continuer. En plus de l'alphabétisation, les pensionnaires ont aussi l'opportunité d'apprendre des métiers comme la couture et la coiffure. Là, c'est une chemise. Non, tu coupes dessus, ça va diminuer les mesures. Donc, tu dois couper juste. Ce centre est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Sa vocation est d'accueillir des enfants en situation de détresse dont l'âge varie entre 5 et 18 ans, des victimes de maltraitance, de négligence, de traite, d'exploitation ou même de pires formes de travail. Pascal était exploité à des fins d'orpaillage. Son calvaire a pris fin lors d'une opération de démantèlement menée par les agents des eaux et forêts. Un monsieur qui m'a vu m'a dit de venir, on va travailler. Je ne savais pas c'est quel travail. On va venir travailler en Côte d'Ivoire ici. Je suis arrivé, je suis trouvé que c'est pour creuser l'or. On se lève 5 h du matin jusqu'à 18 h. Je sais pas, pour se reposer un peu 5 minutes, pour manger, et puis pour boire, et puis vous allez se lever encore commencer. Dans ce centre, nous avons aussi rencontré ces jeunes filles. Originaires du Nigeria, elles se sont retrouvées prises au piège d'un réseau de traite à des fins d'exploitation sexuelle à la frontière ivoiro-ghanéenne.
Quand mon camarade qui était ici, il est venu là-bas, il me dit, on va venir, il va m'aider à venir ici. Il chercher l'argent. Il est parti faire quelque chose. Chercher l'argent comment? Pas plus sur ce qu'elle exerçait comme activité. Tout ce qu'elle souhaite avec ses consoeurs, c'est de retourner au pays afin de reprendre une vie normale. Le centre, lui, de par ses commodités, permet à ses pensionnaires de reprendre goût à la vie. Dortoir salubre, salle de jeu, bibliothèque, activités sportives, en plus de 4 repas par jour. Depuis son ouverture en juin 2018, le centre a reçu une 50aine d'enfants. Le séjour ici dure 6 mois au maximum, conformément à la loi. Le temps pour les responsables du centre d'accueil d'organiser la réinsertion sociale de l'enfant. L'enfant qui bénéficie d'une réinsertion scolaire, nous proposons de le suivre sur 3 ans, c'est-à-dire pendant au moins 3 années scolaires. L'enfant qui commence un apprentissage ici au centre, quand nous le réinsérons avec les partenaires potentiels, nous faisons en sorte qu'il bénéficie de la poursuite de sa réinsertion avec, à l'appui, au terme de sa formation, une alternative d'installation. Si dans une zone donnée ou dans un village donné, nous avons plusieurs enfants, on peut les regrouper et puis leur monter des projets que nous pouvons proposer pour financement à des partenaires afin que la réinsertion soit réussie. Nous avons retrouvé le premier pensionnaire du centre d'accueil. Après 72 heures passées au centre, le petit Félix a été remis à sa mère, enseignante à Touadji 2, village du département de Méagui. Victime de négligence, Félix a été recueilli par les services sociaux lors d'une fugue. Aujourd'hui, avec l'appui du centre d'accueil, le gamin a repris le chemin de l'école et semble avoir oublié les mauvais souvenirs. Étant là-bas, j'ai vu que l'enfant s'épanouit. Lui-même, il a dit, même comme ça, à sa grand-mère, quand je vais grandir, je vais bâtir une maison comme ça aussi. En tout cas, il a aimé le coin. Retour à Soubré, capitale de la Nawa. Les terres de cette région produisent à elles seules 40% du cacao ivoirien, un potentiel agricole qui attire les réseaux de passeurs d'enfants. Par le passé, la prise en charge des enfants était le véritable point faible des actions de lutte menées par les travailleurs sociaux. Avant l'avènement de ce centre-là, il était très difficile pour nous lorsque nous avons un enfant dans une situation de vulnérabilité quelconque, que ce soit viol, victime de maltraitance ou de traite. Nous n'arrivions pas à avoir des familles pour les accueillir. Donc c'était vraiment difficile pour nous de pouvoir faire la prise en charge holistique de ces enfants-là. Parce qu'un enfant victime, il faut pouvoir le retirer de sa situation de vulnérabilité afin de pouvoir lui apporter ce qu'il faut pour pouvoir mieux le prendre en charge. La fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a déjà lancé la construction de 2 autres centres d'accueil à Boaké et à Ferkessédougou. Pour l'heure, celui de Soubré tente d'offrir à chacun de ses pensionnaires une vie meilleure, celle que devrait connaître chaque enfant. Le dossier vide ici sur le centre de l'espoir pour les enfants victimes de traite. Le porte-parole du gouvernement et le ministère de la Communication ont chacun une plateforme numérique, des sites internet consacrés à la promotion des différentes actions. Le ministre Sidi Temoko Touré a présenté officiellement ces outils. Le public pourra y trouver les communiqués des ministres et les déclarations du gouvernement. Issa Tionayo. Le numérique au cœur des actions du ministère de la Communication et des médias. 2 plateformes numériques sont mises en place pour promouvoir les actions du ministère et celles du porte-parole. Ces 2 sites présentés au ministre Sidi Temoko Touré sont une opportunité pour la population d'être au parfum des informations de ce département en temps réel. Il faut communiquer avec les moyens du moment. On pourra suivre, disons, à travers le monde ce que le ministère de la Communication fait. Il suffira d'aller sur notre site pour nous connaître d'abord, pour connaître nos domaines de compétences et suivre notre actualité. Le site du ministère www.communication.gouv.ci et celui du porte-parole www.porteparole.gouv.ci vont contenir le communiqué des conseils des ministres et toutes les déclarations du gouvernement.
Le tronçon Bouaké-Kanaolo, lancé en août dernier, est entré dans sa phase d'exécution depuis 2 mois. Un financement 100 milliards de francs CFA de la France à travers le contrat de désendettement et de développement. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé faire le constat. Il a pu s'assurer de la qualité de l'infrastructure. Des détails avec Léon Brou. Ouvriers, techniciens et ingénieurs à la tâche sur le tronçon Bouaké-Kanaolo. Un seul objectif, réhabiliter entièrement cette portion de la nationale A3, longue de 125 km d'ici la mi-année 2020. Possible, rassurent les entreprises en charge de ces travaux, évalués à 87 milliards de francs CFA, financés par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD. Aussi expliqué aux membres du gouvernement et à l'ambassadeur de France la qualité de l'ouvrage. On recycle les matériaux existants sur la chaussée. On leur apporte un petit peu de matériaux neufs, 5 cm de cailloux concassés par le groupement neuf, et ensuite on leur fait un apport de ciment, et ensuite on charge le reste avec 2 couches de revêtement d'une épaisseur de 20 cm. Ma responsabilité en tant qu'ambassadeur, c'est de venir sur le terrain pour voir ce qu'on fait, pour voir le respect des délais. Parce que c'est une route qui a été déterminée comme stratégique par son Excellence le Président de la République. 2 mois que ces travaux ont effectivement démarré, les 6 premiers mois depuis leur lancement en août dernier, ayant servi à la préparation du chantier. Pour le ministre de l'Équipement routier, c'est une satisfaction. Les populations de cette zone, pendant longtemps, se sont plaints de l'état de la route. Le Président de la République a été à leur écoute avec l'appui de la France. La route est en train d'être réhabilitée. Le calendrier va être tenu. Donc avant fin 2020, ils vont avoir une route en très bon état. C'est un impact très important parce que vous savez que Bouaké est une ville carrefour où commerce et transport, pour l'essentiel actuellement, tirent toute l'économie. Cap sur Ndenou, département de Bouaké, le ministre de l'Équipement routier et l'ambassadeur de France ouvrent à la circulation le 8e pont réalisé sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. L'ouvrage de Ndenou a une longueur d'environ 34 mètres et contribuera de manière certaine à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la politique générale d'entretien des routes, à savoir le désenclavement des zones à forte potentialité économique pour y induire le développement des activités économiques. 770 millions, coût de ce pont métallique, le premier d'un lot de 11 pour 14 milliards de francs CFA, également octroyé par la France à travers le contrat de désendettement et de développement. Un autre soutien de la France à la Côte d'Ivoire, bientôt la construction du marché central de Bouaké. Il sera bâti sur une superficie de 8 hectares, 8000 places. Il va coûter 39 milliards de francs CFA. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a effectué une visite de travail sur le site. Charles Tatou. Futur marché central de la commune de Bouaké. Les choses se précisent. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, il sera construit sur une superficie de 8 hectares et disposera de près de 8000 places avec un coût global de réalisation de près de 39 milliards de francs CFA. Après les études techniques, place maintenant aux préparatifs des travaux de démarrage de ce projet prévu pour avant la fin de l'année en cours. C'est pour donc s'enquérir des réalités du terrain que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est rendu à Bouaké. Il a visité ensemble avec les autorités locales de Bouaké le site du futur marché central et les différents espaces occupés qui font partie de ce site. Notre engagement, c'est commencer avant la fin de l'année. Vous savez, c'est dans la vision stratégique aussi du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a en plus demandé à ce que l'agenda soit orienté vers le social. Donc, il faut que ce qu'on appelle les bailleurs, au premier rang desquels la France, qui est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent dans cette approche programmatique. Et donc c'est ce que je suis venu faire ici. Et veiller à ce que les engagements pris soient tenus. Ça sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. C'est la France qui m'a donné l'idée de recourir à l'AFD. Donc grâce à la France, nous avons pu démarrer les négociations pour trouver un financement. Si nous avons abouti, la part qui a été prise par son Excellence le Président Alassane Ouattara est grande. Cette visite du site du futur marché central par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire redonne espoir aux commerçants de Bouaké
qui attendent impatiemment la réalisation de cet édifice commercial. La brigade de la salubrité urbaine bientôt réformée. 11 ans après sa création, ces textes doivent s'adapter au nouvel environnement du secteur. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité organise une rencontre sur la question. Des explications avec Grace Kando. Adapter la brigade de salubrité à la nouvelle politique de gestion des déchets, rendre plus performantes ses activités et lutter contre l'incivisme des populations, des préoccupations qui seront prises en compte au cours de cette rencontre portant sur la réforme de la brigade de salubrité. La réforme s'articulera autour du toilettage des textes juridiques et l'élaboration d'un plan de travail efficace et dynamique. Il faut qu'on ramène les gens aux fondamentaux. Les textes vont venir accompagner, ça va être plus répressif et puis ça va être appliqué. Là, vous avez entendu Mme le ministre parler de la plateforme. Ça dit que ce ne serait pas seulement l'affaire de la brigade de la salubrité, mais toutes les forces répressives vont rentrer dans la danse au niveau de la plateforme. Et même les populations même seront appelées à faire la police auprès des autres. Pour la ministre Anne Ouloto, un changement de comportement des populations s'impose en matière de gestion des déchets. Il nous faut donc agir. Et agir vite pour inverser la tendance. Cela ne peut plus continuer. Les Rwandais, les Marocains, les Ghanéens et bien d'autres peuples en Afrique ont réussi à changer de comportement pour un cadre de vie propre et sain. Pourquoi les Ivoiriens n'y arriveraient-ils pas? Nous devons maintenant passer à la phase de coercition. La rencontre sera le lieu de proposer une plateforme de collaboration entre la brigade de salubrité et les autres entités de lutte contre la dégradation du cadre de vie. Dans l'actualité politique, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement a initié une tournée dans le pays. Le parti Concorde était samedi dernier à Sésékro, dans la commune de Djebonois. Un appel à adhérer au RHDP lancé. Charles Tatou. Le rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix tisse sa toile à travers le pays avec l'appui de ces formations politiques qui le composent. En témoigne la rencontre initiée par le Concorde, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Meeting animé à Sésékro, localité de la commune de Djebonois, dans la région de Bouaké. Le thème de la rencontre, présidé par le ministre Alcide Diédié, président de ce parti. Le RHDP, seule alternative crédible pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Au cours de cette rencontre, le président du Concorde a prôné la réconciliation et la paix, gage de l'unité de tous les Ivoiriens et de tout développement. En sort de la guerre il n'y a pas longtemps, et vous, votre village, le nom c'est Sésékro, c'est-à-dire c'est Concorde. Vous devez être fiers et à partir de là, ne pas écouter ceux qui viennent vous raconter autre chose. Parce que des programmes qui ont été conçus ensemble, par tout le monde, au RHDP, on est en train de les réaliser. Vous voyez l'autoroute qui est en train de venir vers ici. Nous sommes venus saluer nos militants et nous sommes satisfaits. Nous partons heureux en tant qu'animateurs du parti et le RHDP est bel et bien présent. Le RHDP est ancré dans l'esprit de nos parents. Après la région de Bouaké, le Concorde pour la consolidation de la République et le développement poursuit sa tournée de réconciliation et de paix. Bernard Dadier repose désormais au cimetière de Williamsville. L'écrivain décédé le 9 mars dernier, inhumé aujourd'hui. Mais avant, le gouvernement lui a rendu un hommage national à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le drapeau ivoirien remis à sa famille après la messe de Requiem. Théodore Zouzou, Franck Dio. Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Unité de cœur autour d'une même cause. La dernière étape avant l'ultime départ du père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier, décédé le 9 mars dernier. Des personnalités politiques, l'ex-première dame Simone Gbagbo, les anciens collaborateurs du père de la nation Félix Houphouët-Boigny, la famille biologique et scientifique, tous étaient là pour l'ultime séparation
Tous venus écouter ce thème cher aux disparus. Un message de paix. Nous demandons l'amour. Nous demandons toujours l'amour. Et cet amour qui nous conduise à dire toujours et partout, quel que soit cela, ce que peut nous coûter, la vérité. Moment fort, le double hommage rendu par la fondation qui porte son nom, mais aussi par l'État de Côte d'Ivoire. Bernard Dadié est mort, mais il n'est pas mort parce que c'est un artiste, c'est un écrivain et il a eu le temps de créer, d'enfanter d'autres écrivains et le combat pour le rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire continuera avec l'onction de Bernard Dadié. Direction le cimetière de Williamsville où il a été inhumé. Bernard Dadié part du monde des vivants, laissant derrière lui plus d'une centaine d'œuvres littéraires. Adieu le père de la littérature ivoirienne. C'est à Assini qu'est né Bernard Dadié. Un 10 janvier 1916, l'écrivain centenaire s'en est allé le 9 mars dernier. Notre reporter s'est rendu à Assini sur les traces du père de la littérature ivoirienne. Quelques témoignages dans ce reportage de Issa Tionayo. Le baobab est tombé, mais le baobab a laissé certaines racines. L'écrivain Bernard Dadié est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. À Assini Mafia, localité située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, son village natal, la nouvelle n'est pas passée inaperçue au sein de la population et des autorités administratives. Un grand écrivain qui a bercé notre jeunesse. Avec ses écrits, il nous a amené à aimer les livres, à aimer l'écriture. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et Assini pleure son père, son grand-père. Il constituait l'une des icônes de la sous-préfecture d'Assini Mafia. Il faisait la fierté de la population. La famille biologique pleure son fils et toute la population pleure le grand écrivain Bernard Dadié. Dans la cour familiale, Kodjo Dablé Benjamin, octogénaire et frère de l'illustre disparu, est encore sous le choc après l'annonce du décès de son aîné. Bernard est mon frère. Et quand on a appris cette triste nouvelle, c'est très écœurant. Mais personne ne peut contre la volonté de Dieu. Une émotion qui ne fait pas oublier les qualités intrinsèques du défunt. Poète, dramaturge, nouvelliste et homme politique, Bernard Dadié marque le monde littéraire par ses nombreux écrits. Bernard Dadié, en tant qu'écrivain, ne manquait pas de revenir à la source, de rencontrer les parents, les villageois, pour leur faire part de ses intérêts. Il échangeait beaucoup. Les vieux lui disaient ce qu'ils savaient de son centre d'intérêt et il prenait beaucoup de notes. Kablechi Nyamke, musicien, est un féru de la lecture. Pour cet ancien footballeur, Bernard Dadié a aidé à la compréhension de l'histoire d'Assini par la qualité de ses productions. Bernard Dadié n'était pas certes régulier à Assini, mais il reste une référence pour les populations pour avoir été le père de la littérature ivoirienne. Il est enfin connu ce soir le verdict du tirage au sort de la CAN 2019. Le groupe de la mort n'est autre que le D avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. L'Égypte, pays organisateur, a hérité de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Zimbabwe. La prochaine Coupe d'Afrique en Égypte, c'est du 21 juin au 19 juillet. Pour rappel, cette CAN 2019 est la première à 24 équipes. L'actualité internationale de ce vendredi, c'est aussi le début de la campagne des élections législatives au Bénin. On fait un bref tour de l'information avec William Télé-Soro et Alexis Ouedraogo. Au Bénin, la campagne pour les législatives 2019 est ouverte ce vendredi. Deux partis du camp présidentiel sont engagés aux côtés du président Patrice Talon. L'opposition est absente à ces élections en raison de ces listes qui ont toutes été invalidées par la commission électorale pour problèmes de fiscalité et de certificats de conformité. La campagne prend fin dans 2 semaines. Le vote est prévu le 28 avril prochain.
Au lendemain du renversement d'Omar el-Béchir, le pouvoir militaire dirigé par Awad Ahmed Benaouf rassure la population soudanaise sur l'implication des civils dans la gestion de l'État. À cet effet, les autorités déclarent que le gouvernement post-el-Béchir sera composé de civils. L'armée s'est dit ouverte au dialogue, une nouvelle qui cadre avec les attentes de la population. Donald Trump et Kim Jong-un pourraient se rencontrer une troisième fois en sommet. Cette annonce ressort de l'échange avec le président américain et son homologue sud-coréen Moon Jae-in. L'objectif de cette possible entrevue reste le même que les précédents sommets entre les deux dirigeants, faire aboutir les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour que cela marche, des concessions devront être accordées de chaque côté. Selon Trump, le processus prendrait encore du temps. Et puis ajoutons pour terminer que le chef du conseil militaire au Soudan de transition a renoncé au pouvoir. Un autre militaire nommé pour lui succéder, il s'agit d'Abdel Fattah al-Burhan, inspecteur général des armées. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.